Vaut mieux tard que jamais, mais c'est maintenant à mon tour de vous présenter mon quad neuf. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quad neuf du mois de mars. Alors le segment Quad neuf est un segment que j'apprécie particulièrement parce que ça me permet de pouvoir passer en revue une tonne d'expériences ludiques que j'ai faites au courant du mois. J'ai la chance et même le privilège de pouvoir essayer une tonne de jeux. Oui, j'ai accès à beaucoup de jeux, mais j'ai également de très bons amis qui m'aident à pouvoir jouer à une tonne de jeux. D'ailleurs, je suis très reconnaissant à toutes les personnes qui acceptent de toujours jouer à des nouveaux jeux avec moi. Merci énormément. Alors, fidèle à mon habitude, je commence avec quelques petites statistiques ludiques. Alors, au courant du mois de mars, j'ai joué 36 parties de 23 jeux différents et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, je dirais que j'ai baissé un petit peu mon rendement en termes de quantité de parties, mais comme on le dit souvent, l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité, d'avoir pu avoir plein d'expériences pour pouvoir vous les partager. Alors, je commence immédiatement avec un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué. C'est le jeu Star Wars Outer Rim. Alors, Star Wars Outer Rim est un jeu de pick-up and deliver, un jeu de livraison qui est une espèce de jeu un peu bac à sable parce qu'on va se mettre dans la peau d'un mercenaire, donc plusieurs mercenaires disponibles partout, étendu dans tout l'univers de Star Wars. Alors, on ne se le cachera pas, l'univers de Star Wars est un univers très riche, et je dirais que si vous aimez et vous connaissez un peu plus que les films de base même, les séries télé, les bandes dessinées, les choses comme ça, vous allez trouver énormément de clins d'œil. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est du fanservice de A à Z. Le jeu est vraiment fait pour les fans de Star Wars. Mécaniquement parlant, on va être justement des mercenaires et on va devoir tenter de se promener. On va avoir une espèce de carte linéaire un peu où on va se déplacer et on va devoir aller chercher des jobs. On va avoir des contrats à faire, on va peut-être aller chercher des bounties, donc avoir la tête de quelqu'un qui est mis à prix, essayer de ramener un prisonnier, on va devoir rechercher, donc on a vraiment un bel aspect d'aspect un peu narratif dans l'univers de Star Wars parce que on va prendre des jobs pour divers syndicats. Là, on a différents clans vers lesquels on va pouvoir se mettre amis ou se les mettre à dos. Il va y avoir des patrouilles qui vont se promener un peu, on va pouvoir acheter, recruter du crew, donc de l'équipage, on va pouvoir changer de vaisseau, on va pouvoir équiper nos vaisseaux, s'équiper aussi, donc énormément de choses pour faire une expérience très riche. Le jeu est peut-être un petit peu long. Je pense que ça va plaire beaucoup aux gens qui aiment Star Wars, mais si on est moins fan de Star Wars, ça risque d'être un peu moins la tasse de thé parce que c'est un jeu qui mise beaucoup plus sur le plaisir de jouer, donc d'accomplir, de sentir qu'on fait quelque chose plutôt que mécaniquement. Parce que mécaniquement parlant, bon, ça marche très bien quand même, mais ça se pourrait, il y a des moments que, bon, des jets de dés qui n'aillent pas à notre goût ou des choses comme ça, on a des tests à faire, il y a des combats aussi. Donc c'est vraiment un jeu dans l'univers de Star Wars qui va plaire aux grands fans comme moi. Je continue avec un jeu que j'aime et chaque fois que je le joue, je me dis « Wow! » God que je l'aime celui-là, c'est le jeu Massive Darkness 2. Alors, Massive Darkness 2 est une refonte de Massive Darkness, qui est un jeu, un dungeon crawler qui était un peu passé dans le beurre et qui n'avait pas eu de très bonne critique. Ils ont décidé de revamper le système de manière à pouvoir offrir une nouvelle version du jeu, donc une version vraiment plus efficace. Et je pense que ça a vraiment été un succès parce qu'ils ont fait tout récemment en sociofinancement un nouveau standalone, donc on peut le mélanger avec ça. La grande force de Massive Darkness pour moi, c'est que c'est un jeu où on va avoir un mode standard, donc on va pouvoir jouer une session à la fois. Donc oui, je sais, il y a beaucoup de monde qui aime ça les campagnes, mais pour moi, j'ai jamais l'occasion de les finir. En fait, je prends jamais le temps de les terminer. Là, on a droit à un scénario one-shot qu'on va monter en puissance, on va avoir plein de loot, on va recevoir plein de choses, et ce qui fait en sorte qu'il se démarque de beaucoup d'autres jeux, c'est la façon dont les héros vont se jouer. Le barbare a ses twists, le magicien a ses twists aussi, le roublard, ils ont toute une façon de jouer différente. Il y en a un, c'est un push your luck, le magicien, lui, doit placer ses sorts, il doit les programmer. Donc, on a un paquet de petites choses qui font en sorte que le jeu est très agréable à jouer et c'est agréable aussi d'essayer des nouvelles classes. Alors, Massive Darkness, j'ai eu l'occasion de le jouer avec des gens qui sont un peu moins fans de ce type de jeu-là. Ils n'ont pas détesté non plus. J'ai joué avec un ami que lui, c'est les jeux coop ou les jeux de figurines, c'est vraiment pas ça dans son créneau. Mais il a quand même bien aimé son expérience. Parlant de jeux de figurines un peu over the top, c'est un vieux jeu que je vais vous parler et c'est un jeu qui est très important dans mon cœur à moi, c'est le jeu Wiz War. Alors Wiz War est un jeu qui date des années 80.
on se le cachera pas, mécaniquement parlant, le jeu date et pas à peu près. C'est un jeu dans lequel on incarne un magicien, on va avoir une espèce de plateau de jeu et on va devoir utiliser des sorts avec des cartes pour pouvoir attaquer les autres magiciens. C'est n'importe quoi ce jeu-là. J'ai tellement de fun à y jouer à chaque fois. Est-ce que je vous dis que c'est un excellent jeu? Pas du tout, mais le fun qu'on a de se garrocher des boules de feu, de se monter des murs, de faire des counter-spells, vraiment là, c'est over the top. C'est un jeu qui a eu une 9e édition récemment, avec un look un peu munchkin. Je suis moins fan de ce look-là. J'aimais mieux le look de la version Fantasy Flight, la 8e édition, mais ça reste un jeu qui date des années 80, donc je pense pas que c'est le genre de jeu je pense, si vous l'aimez, il doit être proche dans votre cœur, vous avez un petit quelque chose pour ça, soit des bons souvenirs, des choses de même, mais c'est pas un jeu que les gens vont découvrir maintenant en disant « Waouh, c'est vraiment un jeu qui a bien vieilli ». Pas du tout, mais j'ai du fun quand même. Je continue avec une nouveauté cette fois-ci, c'est le jeu Balconia. Alors Balconia est un jeu qui nous présente un visuel très intéressant. On a une espèce de plateau vertical qui va se trouver être entre deux joueurs, parce que c'est un jeu à 2 joueurs. Et on va devoir placer des petits blocs, donc des petits blocs de carton qu'on va placer comme des cubes. Donc on a un bloc appartement avec un paquet de cases, imaginez-vous un peu à la Connect 4, et lorsque ça va être notre tour, on a une twist intéressante, parce que sur chacune des 4 faces du petit carré comme ça ici, on va pouvoir les tourner pour les placer dans le plateau vertical, on va avoir différentes choses qui vont nous donner des points, que ce soit des notes de musique, des animaux, des pièces de vêtements, et on va souvent avoir des conditions pour chaque pièce de vêtement qu'il va avoir sur cette rangée-là ou encore sur cette colonne-là. Donc, on a un paquet de petits paramètres à prendre en compte. La twist, c'est que lorsqu'un joueur va choisir, il va choisir de quel côté il va placer, donc de manière à ce que les joueurs ont toujours accès à 2. Donc, il va choisir, donc c'est une espèce de I split you choose parce qu'il va choisir quel côté et l'autre joueur va décider où il va le placer. Donc c'est vraiment une bonne idée. L'idée que lorsqu'on place, on a 4 côtés, il y en a toujours 2 côtés qui vont avoir le choix. Donc c'est vraiment de tourner. La twist est bonne, mais les premières parties, ça fait énormément de petites choses à penser. Et là, si on rajoute le fait qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on donne à l'autre joueur, inutile de vous dire que moi, je suis vraiment pas là. Moi, c'est vraiment what you see is what you get. Je vois mon côté, mais j'ai complètement oublié qu'est-ce que j'avais donné à l'autre joueur. Ça reste un jeu de placement qui marche très très bien avec une belle présence visuelle. Le plateau est très joli à voir parce que justement, c'est vertical entre les 2 joueurs. Alors, Balconia, un jeu qui je pense qu'il va plaire à un certain type de public, mais c'est pas un jeu qui est facile. C'est pas un jeu complexe du tout, mais c'est pas un jeu qui est facile d'approche en voulant dire que de pouvoir performer. La bonne nouvelle, c'est que si les 2 joueurs sont dans le même bateau, ben, ça va faire une partie très intéressante. Je continue avec un plus gros jeu, celui-là, qui s'appelle Ceres. Alors, Ceres est un jeu que j'avais très hâte d'essayer parce que c'est un jeu que j'avais pas assez proche de backer en sociofinancement. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va contrôler une méga corporation et on doit excaver des minéraux sur la lune de Ceres. Alors, la twist intéressante, c'est qu'on a un aspect de placement d'ouvriers, mais on a également un aspect de spécialistes qu'on va avoir. Et là, les spécialistes vont pouvoir nous permettre de pouvoir activer différentes cartes, différentes bâtisses qu'on va avoir sur notre plateau. Mais il n'y a pas assez de spécialistes nécessairement pour tout le monde, donc on va devoir aller chercher dans une pool générale de spécialistes pour pouvoir les utiliser de notre côté. On va également pouvoir se rendre sur un plateau qui est vraiment génial parce que c'est un plateau rotatif, donc qui va se placer dans le coin pour la Lune, où on va tenter d'envoyer nos sondes pour aller explorer et aller chercher des minerais. J'ai trouvé que le thème spatial se rend très très bien. Le jeu nous offre un placement d'ouvriers assez traditionnel, mais avec la twist intéressante des spécialistes qui, à mon avis, vient vraiment bonifier le jeu. On a que si jamais on achète des salles, on construit des salles d'une certaine couleur, exemple, bon, une salle verte pour avoir un directeur qui viendrait, mais là, si je prends trop de salles vertes, ça se pourrait qu'il n'y ait pas assez de spécialistes que je puisse aller chercher pour les activer et on veut essayer de maximiser notre machine. Donc, un petit côté engine builder que j'apprécie particulièrement. C'est un jeu qui nous offre une belle présence visuelle, qui offre quand même une bonne rejouabilité. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai seulement joué 2 parties à date, mais je trouvais ça le fun de manière qu'on montait notre moteur. Et le jeu, au départ, c'est un peu intimidant. On regarde le jeu, il y a beaucoup de choses, mais un coup, on comprend, on réussit à déchiffrer l'iconographie du jeu. Ça va très, très bien. Tout est placé sur le plateau et c'est vraiment bien pensé. J'ai très hâte d'ailleurs d'y rejouer. Je continue avec un plus petit jeu qui, celui-là, s'appelle Feeling Lucky. Feeling Lucky, c'est une toute petite boîte sans trop de prétention qui nous offre un jeu de pousse ta chance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les Push Your Luck sont un type de jeu que j'apprécie énormément. Surtout que c'est un genre de jeu qu'on peut jouer avec pratiquement n'importe qui. Il y a le petit côté gamble que les gens apprécient habituellement, donc d'essayer d'aller chercher est-ce que je pousse ma chance ou est-ce que je suis conservateur pour marquer des points sûrs. Feeling Lucky va peut-être pas révolutionner la roue, mais ça marche très très bien du fait qu'il va avoir des
des objectifs que chaque joueur va devoir faire. Et là, on va brasser des dés centrales. Donc, il y a une poule de dés centrales au milieu. Donc, un joueur va les brasser. Et là, avec les combinaisons qu'il y a là, les joueurs vont devoir tenter de réussir à faire c'est une espèce d'escalier d'objectifs. Donc, on va se faire des objectifs en termes de catégories. Et chaque fois qu'on va réussir un objectif, on peut pousser notre chance pour essayer de monter un peu plus haut. On peut rester sur la même marche, mais lorsqu'on monte, on ne peut plus redescendre. Donc, ça va être une twist de réussir à placer des bons objectifs qui sont réalisables pour pouvoir monter cette petite échelle et réussir à faire monter ces différents objectifs. Parce que lorsqu'on a réussi un objectif, à la fin de la manche, on a le choix. Est-ce qu'on le fait scorer, donc on le remet de l'autre côté, il va marquer des points, et plus on monte haut, et plus on peut avoir un multiplicateur qui va nous permettre de pouvoir maximiser nos points, ou est-ce qu'on le monte simplement d'étage de manière à pouvoir grimper toujours un peu plus haut vers de plus hauts multiplicateurs. Petit jeu très simple, petite boîte, ça marche du tonnerre, j'apprécie beaucoup ce petit jeu-là. Je continue avec un jeu qui ne se passe plus de présentation parce que c'est probablement la 7-8e version qu'on a. C'est le jeu Azul Duel. Bon, je le sais, récemment, tous les jeux décident de sortir leur jeu à la sauce duel. Donc, oh, parfait, excellent, on sort tel jeu duel, tel jeu duel. Des fois, ça marche, mais des fois, ça marche pas du tout. Dans le cas d'Azul, je dois dire que le premier reste probablement mon opus favori. J'ai essayé je pense qu'il y a eu 4 éditions, là, les 4 premiers. J'en ai même eu quelques-uns, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je fais une rotation, j'ai quand même gardé l'original. Après ça, ils ont sorti les versions de voyage, et là, c'est certain que, bon, on commençait à renouveler. Là. Ils ont sorti la version chocolat, qui était juste la première version, avec un nouveau look, une petite règle supplémentaire, je pense, mais là, je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc, lorsque j'ai vu Azul Duel, j'étais pas nécessairement convaincu, mais j'ai tendance à jouer beaucoup en duel. Par contre, je dois avouer que Azul normal en duel marche vraiment, vraiment bien. Est-ce que Azul Duel se démarque assez? Pour ma part, je crois que oui. Un peu comme Splendor. J'avais beaucoup aimé Splendor, mais Splendor Duel avait une petite twist intéressante qui venait rajouter assez pour être assez différent. Ça ne va pas remplacer l'original, mais ça vient rajouter un concept intéressant à 2 joueurs. Donc dans Azul Duel, on va avoir le même concept de base d'Azul où on va récupérer des pièces, on va les placer, mais de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va se construire sa propre grille. Donc en plus des tuiles qu'on va aller chercher, qui sont cette fois-ci des petites tuiles rondes, on va aller chercher des tuiles carrées qu'on va placer dans notre plateau pour pouvoir éventuellement déplacer. Donc, on a une espèce de deuxième puzzle qu'on va devoir faire et on a toujours le concept du fait qu'on va regarder constamment qu'est-ce que l'autre va faire pour essayer de s'assurer de maximiser nos coups et de s'organiser pour essayer de faire planter l'autre joueur. Parce que oui, on ne se le cachera pas, c'est un jeu qui peut être très méchant parce qu'on va calculer le nombre de coups qu'on va avoir et l'autre joueur va devoir rester pris à avoir prendre un paquet de tuiles, de devoir les casser. Donc lorsqu'on ne peut pas placer des tuiles, on appelle ça des tuiles cassées et le joueur va perdre des points de victoire. Donc j'ai beaucoup aimé Azul Duel, ça marche vraiment vraiment bien. Ça remplacera pas l'original du fait que l'original a la chance de pouvoir se jouer à 4 joueurs, mais je dirais pas non à celui-là et il va rester dans ma collection. Je pense qu'il va même rester plus longtemps que les autres opus ont pu rester. Donc, je conserve l'original et celui-là, et à mon avis, ça fait vraiment la job. Allons-y ensuite avec un autre jeu à 2 joueurs, pardon, qui s'appelle Dracula versus Van Helsing. Alors, je ne savais pas trop grand-chose de ce jeu-là. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer une copie, et lorsque j'ai vu ça, j'ai trouvé que le concept était très intéressant, parce que un joueur va contrôler Van Helsing, qui va tenter de devoir tuer Dracula, donc faire perdre tous les points de vie à Dracula. Dracula, de son côté, doit réussir à convertir des villageois dans un plateau de villageois. Donc, il y a plusieurs districts, et on doit réussir à convertir 4 villageois d'un district en vampire pour pouvoir gagner ou encore simplement de survivre pendant 5 tours. La twist, comment ça marche, c'est qu'on va avoir une main de tuiles qu'on va placer devant nous et on ne peut pas les déplacer parce que chaque tuile est associée avec un quartier. À la fin de la manche, on va révéler notre quartier et on va comparer chacun des quartiers. La valeur la plus élevée va remporter, mais il y a aussi un concept d'atout. Donc, si jamais on a l'atout, donc l'icône de la croix, par exemple, eh bien, à ce moment-là, même si l'autre joueur a une valeur plus haute que nous autres, eh bien, on va quand même le battre. Et là, avec ça, il y a une espèce de système de rareté donc, qui va se faire. Donc, telle valeur, telle couleur réussit à battre telle couleur et on va pouvoir modifier ça. Le jeu tourne autour de pouvoir parce qu'on va piger une tuile et une carte, on va la placer à un endroit et on va défausser une autre et on va activer un pouvoir. Les pouvoirs font habituellement révéler des cartes de l'autre joueur, modifier l'ordre des choses, modifier l'ordre des atouts et ça marche vraiment bien comme petit jeu à 2 joueurs. J'ai trouvé ça super sympathique. Après une partie, on fait immédiatement et on rejoue, mais on va changer les côtés ou encore on réessaye comme ça. Ça marche vraiment bien. Un bon jeu à 2 joueurs qui est le fun à jouer, qui offre un bon challenge à date. Je dirais que les parties, j'ai pas vu un personnage qui dominait. Il y a des parties
parties qui ont été gagnées par Van Helsing, d'autres parties par Dracula, mais j'ai vraiment aimé ce petit jeu à 2 joueurs. Je continue ma sélection de jeux avec un jeu qui s'appelle The Last Doge. Alors non, ce n'est pas Doge dans le sens du Doge, l'histoire politique. Non, c'est Doge. On est dans une Venise de post-apocalyptique et on doit réussir à s'évader du Doge. Alors, comment ça marche? C'est un jeu qui utilise un élément de mémoire. Et c'est plutôt rare que des jeux un peu plus gamer ou un peu plus adultes, c'est pas un jeu nécessairement complexe, mais habituellement les jeux de mémoire sont des jeux qui sont réservés aux jeux pour enfants. Ici, dans The Last Doge, on doit se déplacer et lorsqu'on va, on va avoir un plateau rempli de petites tuiles, les tuiles vont avoir des numéros et également des pouvoirs. Donc lorsque c'est notre tour, on va pouvoir regarder 2 tuiles et là, si jamais les tuiles portent le même numéro, on va pouvoir en regarder une de plus. Après avoir fait ça, on va choisir un endroit où on va se déplacer, donc sur une des tuiles-là, et on va révéler une autre tuile. Donc, par exemple, j'ai ces 2 tuiles-là, j'ai un 3, j'ai un 4, je regarde laquelle que je veux, parfait. Je m'en vais sur la 3 et je révèle la 4 et je fais un pouvoir spécial comme ça ici. On va également avoir des cartes d'action qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir nommer des fois des chiffres pour pouvoir attaquer les autres joueurs. Donc, il y a un élément de mémoire qui vient chercher ça parce que on va essayer de se rappeler son où lorsque les joueurs vont se déplacer. Et en plus de ça, ces pouvoirs-là vont pouvoir donner des artefacts qui vont avoir des bonus. Donc, on va réussir à se construire un petit tableau de cartes et de mains d'action pour pouvoir réussir à faire des points de dégâts aux autres joueurs. Parce que lorsqu'on fait des points de dégâts, on va recevoir des points de victoire. Donc, à la fin de la partie, donc il y a un trésor au milieu. Et c'est une espèce de petit truc de cachette parce qu'il y a 7 tuiles numérotées 7, 6 tuiles numérotées 6 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il y ait 2 tuiles de 2. Et il va y avoir une tuile de trésor qui va être cachée. Donc, plus la partie va avancer, donc des tuiles vont se révéler, on va également avoir une information cachée qui va se faire et on va devoir essayer de guesser quelle est la tuile sous le trésor pour pouvoir recevoir 4 points de trésor. Donc, c'est vraiment un gros bonus qu'il va avoir. Lorsque le trésor va avoir été trouvé ou encore qu'il n'y aura plus assez de tuiles, à ce moment-là, on va retourner toutes les tuiles et à commencer par le premier joueur, on va devoir tenter de se sauver. Et là, pour se sauver, le joueur va devoir révéler une tuile numérotée 2, ensuite une 3, une 4, et là, ça va aller comme ça. Donc, bien entendu, les tuiles vont tous avoir été retournées. Ensuite de ça, après ça, bon, lorsque le joueur s'est sauvé, on va refaire les tuiles, il va avoir l'occasion de pouvoir inverser 2 tuiles, donc de déplacer des tuiles pour essayer de rendre la chose un peu plus complexe. Et ensuite de ça, on va aller au prochain joueur. Je dirais que j'ai joué une partie à 3 joueurs. Je vais être franc avec vous, les jeux de mémoire, c'est vraiment, mais vraiment pas ma tasse de thé. Ceci dit, les gens autour de la table avec moi, donc mes 2 amis avec qui j'ai joué, ont bien apprécié le jeu. Moi, je suis 0 et une barre en termes de mémoire. La seule chose que je me rappelais, c'est la tuile sur laquelle que mon personnage était parce que je peux la regarder. Mais sinon, j'avais énormément de misère. Et c'est certain que si jamais vous êtes bon en mémoire, vous allez être clairement avantagé. Mais bon, que voulez-vous, hein? Ça prend des jeux pour tous les types de joueurs. Et je pense que c'est un créneau qui est sous-représenté. Les jeux qui utilisent un élément de mémoire vraiment, vraiment important dans le jeu et qui sont des jeux un peu plus pour adultes. Donc, habituellement, c'est les classiques jeux pour enfants. Donc, ça vient rajouter avec un beau petit thème comme ça ici. Le public cible va être difficile à trouver parce que, comme je dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui aime les jeux de mémoire. Moi, c'était vraiment pas ma tasse de thé, mais je peux reconnaître que le jeu offre des concepts quand même très intéressants et je suis très heureux d'y avoir joué. Fidèle à mon habitude, je termine maintenant avec mon top 3 de mes 3 expériences ludiques favorites du mois. Alors, en 3e place, j'ai pu rejouer à Star Wars Unlimited. Et là, oui, ça faisait déjà un petit bout de temps que je n'avais pas joué. Il y a une série qui est sortie par contre et je me suis donné à cœur joie. D'ailleurs, vous pouvez regarder ma vidéo. Je vous présente Jump to Lightspeed, la nouvelle extension ainsi que les nouveaux goodies que le jeu peut nous offrir. Je dirais que ça faisait un petit bout que je n'avais pas joué et en y rejoignant, je me rends compte que wow, ce jeu-là réussit vraiment, vraiment bien les choses. Dans le créneau des TCG, donc des jeux de cartes à collectionner, c'est certain que c'est un créneau qui est très spécialisé, très niché. Magic domine le marché et je n'ai rien à dire contre Magic. Magic est un jeu exceptionnel, mais je ne veux plus acheter de cartes. J'ai été dans cet univers-là, pas dans cet enfer-là, mais j'ai été dans ce monde-là de Magic pendant très longtemps. Maintenant, je joue en ligne. C'est parfait, ça réussit à satisfaire mon besoin de Magic, mais je ne veux plus acheter nécessairement de paquet. Lorsque Star Wars est arrivé à peu près en même temps que l'Orcana, et là, il y a une belle compétition qui s'est mise entre les deux, et je dirais que pour avoir joué aux 2 jeux, j'ai joué à l'Orcana, j'ai joué également à Star Wars Unlimited, je trouve que Star Wars Unlimited est mécaniquement parlant un jeu supérieur à l'Orcana, de par le tempo. Le tempo du jeu est tellement bien placé parce qu'on va faire une action et on se relaie les actions comme ça ici. C'est pas on fait notre tour au complet avec toutes nos choses, donc là, on a vraiment un aspect intéressant de quelles actions que je vais faire
faire avant? Est-ce que je vais attaquer immédiatement avant de jouer ma carte? Parce qu'en attaquant comme ça va être certain que l'autre ne pourra pas m'attaquer. Et là, on a une espèce le tempo du jeu est vraiment bien pensé. Également, le fait qu'on peut jouer avec 2 théâtres de combat. Il y a un théâtre au sol, donc les unités au sol et les unités spatiales. Et ça vient vraiment, vraiment bonifier le jeu. Et je crois que le jeu ne cesse de s'améliorer avec les extensions. Ça rajoute, c'est du bonbon. Il rajoute tellement de nouvelles choses. Récemment, ils viennent de rajouter des pilotes. Et là, on peut ajouter des pilotes comme upgrade au vaisseau. Ça vient incroyablement ouvrir les possibilités de construction de deck. Et là, je le sais, c'est pas pour tout le monde, les jeux de cartes à collectionner. Vous allez peut-être écouter ça en disant « Ah non, c'est encore une affaire qui est un pay-to-win. » Bien, je vais vous dire de quoi. Si vous ne faites pas de tournoi, là, c'est pas vraiment un pay-to-win. C'est un pay-to-play, oui, parce que c'est certain que tu peux acheter des cartes si tu veux plus de cartes pour construire plus de decks, mais si vous achetez simplement les decks de départ, donc les decks de départ, vous jouez un deck de départ contre le deck de départ, bien, vous allez avoir du fun quand même, parce que mécaniquement, c'est un bon jeu, c'est un jeu que je trouve très agréable. Bon, peut-être vous allez vouloir pousser un peu plus, et si jamais vous êtes fan de Star Wars, vous allez voir un paquet de clins d'œil par rapport à l'univers. Bon, j'en parlais un peu précédemment avec Outer Rim, mais si vous aimez l'univers de Star Wars, c'est du fanservice, c'est du bonbon, c'est des personnages, c'est des vaisseaux, c'est des univers, c'est des mondes que vous connaissez ou peut-être même pas, mais vous allez découvrir plein de choses. Et pour y avoir rejoué, vraiment, Star Wars Unlimited est génial. Je continue en numéro 2 avec une petite boîte que j'avais particulièrement hâte d'essayer qui s'appelle The Gang. Si j'avais à vous dire le pitch de The Gang, c'est du Texas Hold'em coopératif. Oui, le jeu de poker là, que j'ai joué énormément dans le passé, mais c'est réellement un jeu de Texas Hold'em en mode coopératif. Parce qu'on doit réussir à mettre en ordre la valeur des mains qu'on va avoir. On a un petit côté de mind là-dedans parce qu'on ne peut pas se parler. Je ne peux pas dire aux autres joueurs, j'ai un 9 et un 7. Non, mais on va pouvoir avoir des jetons qui vont servir de pouvoir dire si on pense avoir la meilleure main. Des jetons numérotés de 1 ou de bon nombre de joueurs. Et si on pense avoir la main la plus forte, on va pouvoir récupérer le jeton. Donc, ce qu'il va avoir, c'est qu'on va avoir la main de départ, on va avoir une ronde de jetons. Donc, les joueurs vont pouvoir se chicaner aussi, mais sans parler nécessairement en disant question dans les mains. Je pense vraiment avoir plus de jeu, je vais prendre le gros jeton. Par contre, si un autre joueur pense vraiment aussi avoir du jeu, il va pouvoir nous le voler. Ensuite de ça, il va y avoir un flop. 3 cartes sont défaites, sont révélées, et ensuite de ça, on a encore le concept des jetons. On va faire 4 étapes de jetons jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière, et on ne peut pas parler. Donc, tout est dans la prise de jetons, comment qu'on va assumer le fait qu'on est certain d'avoir une bonne main, qu'on est certain d'avoir une mauvaise main, qu'on est certain que l'autre joueur a une meilleure main. On a vraiment une twist comme ça. Je vais vous dire une chose, ce jeu-là, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai eu des groupes de joueurs qui ont trippé, vraiment, on a joué pendant super longtemps. J'ai joué j'ai joué à plein de comptes de joueurs lors d'un événement qu'il y a eu et ça a été un gros succès. Par contre, j'ai joué avec un couple d'amis et c'est tombé à plat. On n'a même pas terminé une manche parce que il faut comprendre la game, il faut comprendre la twist de parler sans parler en prenant les jetons et c'est ça qui rend le jeu vraiment génial. Le jeu se joue de 3 à 6 joueurs. J'ai joué à 3 joueurs et un coup, après qu'on a fait une coupe de ronde, ça s'en vient un peu facile. Il y a des petites cartes qui viennent pimenter les choses, mais après une coupe de ronde, je pense que à 3 joueurs, c'est très facile. 4 joueurs, ça marchait du tonnerre. À mon avis, je pense que c'est le sweet spot. Lorsqu'on tombe, par exemple, à 5 et 6 joueurs, ça devient très difficile de réussir à mettre 6 mains dans l'ordre, mais ça amène c'est vraiment un jeu c'est très méta comme jeu, là. Un peu, je vais répéter encore, mais ça me fait vraiment penser au fait de The Mind. Ça se peut que vous ayez joué avec The Mind, que ça a été levé, vous êtes arrivé avec un autre groupe de joueurs, puis les joueurs ont juste pas catché le concept. C'est correct comme ça, mais The Gang, pour moi, a vraiment été un gros succès, et pas avec certains groupes. Pour ma part, j'adore ce jeu-là, et c'est pour ça qu'il se ramasse en 2e place de mes meilleures expériences de jeu. Mais la première place était sans équivoque, c'est très simple. J'ai backé l'an dernier, je crois, en sociofinancement, Dice Throne Mission. Pour ceux qui ne le savent pas, Dice Throne est un jeu de combat dans lequel on va contrôler un personnage, on va avoir des dés et on va pouvoir brasser et essayer de faire différentes combinaisons, un peu à la Yahtzee, pour pouvoir réussir à faire des pouvoirs, pour pouvoir faire des points de dégâts à l'autre joueur. On va également avoir des cartes qui vont modifier les dés, qui vont nous donner des bonus ou encore de modifier les pouvoirs qu'on a. Le jeu a eu deux saisons complètes. Ensuite, il y a eu une saison de Marvel. Et là, on vient avec les X-Men. Donc, des nouveaux personnages. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut tout mélanger. On peut prendre le barbare qui va affronter Jean Grey ou encore le pyromancien qui va affronter Wolverine. Et on peut tout mélanger ça. Ils ont également sorti à un moment donné la version Dice Throne Adventures, qui est une espèce de dungeon crawler que j'ai à ma possession, mais que j'ai jamais joué. Je sais pas. Il y a quoi il faudrait que je m'installe à un moment donné pour pouvoir l'essayer. Mais quand j'ai vu la nouvelle version, qui est principalement
récemment la nouvelle extension de Dice Throne Marvel Missions. J'étais immédiatement intrigué parce que là où Dice Throne Adventures nous présentait une grande aventure, une campagne qu'on allait pouvoir faire, là ici, on a des missions et on peut les faire en one-shot. Donc, on prend une mission parmi les 20 missions qui sont disponibles. Et chacune des missions a un côté où on va avoir la mission générale et de l'autre côté, on a un combat de boss. Encore mieux, lorsqu'on complète une mission, on peut, comme joueur, remplir une feuille pour pouvoir gagner des perks, gagner des bonus, pour pouvoir attaquer des missions qui vont être un peu plus complexes. Comme si c'était pas assez, histoire de bonifier le jeu, on n'est pas obligé de prendre le même personnage à chaque fois. Non, parce qu'on va avoir des bonus qui vont pouvoir se répertorier avec différents personnages. Alors que dans Adventures, lorsqu'on prenait un personnage, on devait continuer, on avançait avec des nouvelles cartes dans ce personnage-là, mais on devait conserver le même bonhomme, le même perso. Tandis que là, ici, à chaque mission, on peut simplement prendre un nouveau personnage, continuer avec notre feuille de joueur, parce que c'est le joueur qui reçoit des bonus. On peut ajouter des joueurs, on peut en enlever, on peut jouer en solo. Le jeu nous offre, dans la richesse de Marvel, plein de personnages et plein de vilains. Et on peut, une fois de plus, mélanger à peu près tout ça. Je dirais que Missions est vraiment un gros succès. Le seul micro bémol que je dois mettre, et c'est pas vraiment un bémol, c'est que les plateaux sont tous des petits plateaux assez minces qui vont être repliés en 3. Il y en a 20 dans la boîte, c'est vraiment génial. Le seul problème, c'est que quand on les déplie, la première fois, il y a une espèce de ligne et ça fait en sorte que ça gondole un peu au milieu. Là, ça prend un petit peu de temps là, de le revirer de l'autre bord pour essayer de le placer pour donner un semblant de plat. Mais c'est le seul bémol que j'ai à dire. Sinon, le matériel est vraiment génial. On a droit à des jetons en acrylique. C'est vraiment génial. Il y a un plateau qui sert un trace pour tout placer ça. La mise en place est rapide, le jeu est le fun, c'est punché, c'est vraiment génial. Marvel Missions, gros succès pour moi. J'ai énormément de plaisir à y jouer, à découvrir des missions et à recommencer pour pouvoir essayer une tonne de personnages différents. Alors, ça fait maintenant le tour de mon Quoi de neuf. J'espère que mes expériences vous auront plu, mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez des jeux que j'ai joués? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer? Je vous invite à écrire dans les commentaires, parce que sérieusement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. L'espèce de contact que je peux avoir avec vous, de pouvoir répondre à ces commentaires-là, de pouvoir voir aussi s'il y a des jeux que j'ai joués. Si jamais vous avez eu des expériences différentes de moi, je veux le savoir. C'est toujours le fun, parce que c'est pas parce que je vous mentionne que moi, j'ai aimé un jeu que vous, nécessairement, vous allez l'aimer et même que je trouve ça le fun des fois d'avoir des avis qui sont contraires. Dire, hey, moi j'ai joué à tel jeu et ça a vraiment tombé à plat, c'était plate comme ça se peut pas, j'en reviens pas que tu aimé ça. Mais c'est pas grave, tant que c'est fait dans le respect et la politesse. Donc c'est toujours le fun de pouvoir interagir avec vous, histoire de pouvoir participer, de faire partie de cette belle communauté. Alors, une fois de plus, si jamais vous aimez la vidéo, j'invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic. Et ce petit clic-là, dites-vous, qui nous fait vraiment énormément de plaisir. Et ça nous donne continuellement le goût de vous fournir, de vous offrir du contenu varié, histoire de parler d'une tonne de jeux différents. Et peut-être que ça va vous faire découvrir votre prochaine petite pépite ludique du mois prochain. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!